Adam Baïs va venir nous rejoindre. On l'a bien compris, l'évaluation des politiques publiques s'est beaucoup développée finalement depuis les 2 dernières décennies, avec pour objectif d'éclairer, effectivement, d'améliorer cette décision publique. Alors je vous propose maintenant de découvrir le rapport qui a suscité justement ce colloque, rapport intitulé « Quelles évaluations de politiques publiques pour quelles utilisations ?» Un rapport rédigé par vous, Adam Baïs, ancien de France Stratégie, aujourd'hui coordinateur de l'évaluation des enfin je parle sous votre contrôle, hein, coordinateur de l'évaluation des politiques publiques à la Cour des comptes, que nous accueillons. Donc Adam, présentation de cette étude. Et je rappelle bien sûr que cet après-midi de travail vous appartient également, donc vous aurez l'occasion d'intervenir tout à l'heure pour poser des questions, pas forcément expliquer chacun cas par cas, mais vos expériences, mais poser des questions au panel qui nous rejoindra dans quelques minutes pour la table ronde. Adam, c'est à vous. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter en quelques minutes ce rapport qui a été mené sur près de 2 ans et demi. Donc j'en profite pour remercier 3 de mes collègues de l'époque qui ont contribué à ce travail très fourni. Donc Marianne Lewandowski, Mathilde Guyot et Achille Ciotti. Je vais le présenter en quelques minutes autour de ces résultats clés, peut-être pour donner le contexte d'abord. On commence par dire, effectivement, c'était d'autres travaux réflexifs de France Stratégie qui montraient qu'on évalue de plus en plus. La question, et la suite, c'est est-ce qu'on utilise vraiment ces évaluations? Est-ce qu'elles servent à quelque chose dans le débat public? Donc, on a toujours des exemples précis qui disent que là, ça marche, là, ça ne marche pas. Monsieur le ministre, tout à l'heure, donnait un exemple où ça a effectivement un impact parce que ça a été utilisé. Qu'en est-il de manière globale? C'était l'objectif de ce travail. Donc, à la fois, regarder sur un grand échantillon de politiques publiques quelles sont les évaluations produites et est-ce qu'elles servent à quelque chose, et peut-être relever de bonnes pratiques. De dire, tiens, telle évaluation a mieux servi, ça pourrait inspirer les évaluateurs. Donc, la méthode, c'est analyse textuelle, donc vraiment à la main, regarder les lois, les débats parlementaires, les médias, les évaluations, leurs recommandations, et puis compiler toute cette information pour produire des statistiques générales. Donc l'échantillon ici, c'est 262 lois votées entre 2008 et 2020, très variées, sécurité, économie, éducation, santé, etc. On a pris les principales lois qui fondent des politiques publiques d'ampleur. Et quelques mesures issues des lois de finances. Par exemple, le crédit d'impôt recherche, pour les plus importantes. Ce qui est important surtout ici, c'est qu'on va suivre 3 choses. 1, est-ce qu'on utilise l'évaluation avant le vote de la loi? Donc on regarde dans le débat parlementaire si les parlementaires citent des évaluations, et on regarde aussi si dans les études préalables d'impact donc du gouvernement, si on en cite également. Ensuite, quand la loi est votée, on regarde si on produit des évaluations sur la loi votée. Donc c'est un deuxième type d'utilisation. Et enfin, certaines évaluations, pas toutes, formulent des recommandations et on veut savoir si ces recommandations ont été suivies d'effet. D'où l'analyse textuelle très fine, parce que voir le lien entre une recommandation et une modification de la loi, c'est difficile à faire et on doit faire les choses précisément. Mais je vais donner 2 exemples. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, donc LTECV de 2015, avant le vote de la loi, on a repéré une 50aine d'évaluations qui ont été citées, mobilisées dans le débat. Après le vote de la loi, 5 évaluations ex post, dont 2 du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et en termes de recommandations, il y a une des évaluations qui recommande d'augmenter le chèque énergie. Et on constate, dans la chronologie, quelques mois plus tard, que le ministre l'annonce et le met en place. Donc on pense que ça a été une recommandation suivie d'effet. Deuxième exemple, le crédit d'impôt en faveur de la recherche. De la même façon, on regarde le nombre d'évaluations citées avant le vote et produit après le vote. On les caractérise, ces évaluations. Et il y avait une évaluation ex post qui recommandait de bien distinguer 2 types de crédits d'impôt. Et ça a été bien suivi d'effet dans une loi de finances ultérieure. Maintenant, on va regarder en agrégé, autour donc de 3 temps. Qu'est-ce qu'on cite avant le vote de la loi? Donc en agrégé, ça fait 4734 travaux qui ont été cités autour de ces 262 lois. Donc c'est une moyenne de 18 évaluations citées par loi. Ce qui est intéressant, c'est que la dynamique est positive.
en 2008, c'était une moyenne de 8 citations, 8 travaux cités par loi. On est passé à 25 en 2020. Donc on mobilise de plus en plus d'expertise évaluative pendant les débats parlementaires. Pour certaines, aucun type d'expertise évaluative n'a été cité, et pour d'autres, on avait plus de 100 citations. Et on voit des différences autour de cette moyenne. Par exemple, les citations sont plus nombreuses pour des lois qui comportent une clause évaluative, donc qui donnent un rendez-vous pour évaluer telle ou telle partie de la loi, une clause expérimentale, et on a aussi même mesuré l'écho médiatique de chaque loi, et on voit assez naturellement que plus la loi a un écho médiatique important, plus elle mobilise de l'évaluation en amont de son vote. Et quelles sont ces évaluations citées? On les a caractérisées. Une des informations utiles, c'est les auteurs. Et on voit que 39% de ces travaux cités émanent d'administrations publiques ou d'institutions, type INSEE, les ministères, la Cour des comptes, France Stratégie, etc. Donc un rôle qui vraiment est une spécificité de la France, de ces administrations et institutions publiques. En deuxième position, on a les rapports parlementaires, et les chercheurs sont en troisième position, à peu près 15% de ces travaux. Mais il y a des subtilités, parce qu'on va trouver parfois des chercheurs dans des comités rattachés à des institutions, type les comités de France Stratégie, qui incluent des chercheurs. Ça, c'est les ordres de grandeur. Deuxième temps, est-ce qu'on produit de l'évaluation ex post? Eh bien, on constate que 40% seulement, on va le dire, de ces 262 lois ont été évaluées ex post. Et pour ces lois évaluées, c'est une moyenne de 2,7 évaluations par loi. Pour les lois qui émanent qui sont des mesures issues des lois de finances, ou pour les lois qui émanent de projets de loi, on a davantage d'évaluations ex post que pour les lois qui ont été de l'initiative parlementaire. Et puis, il y a aussi des différences. Les lois, par exemple, qui portent sur le travail, l'économie ou le logement ont été beaucoup plus évaluées que des lois qui portent sur des sujets régaliens ou le tourisme, et probablement pour des questions d'agenda politique ou d'accès à la donnée, ou disponibilité de cette donnée. Et là aussi, on regarde qui a produit ces évaluations ex post, et on voit à nouveau que les administrations et institutions publiques sont en première ligne, 42% de ces évaluations ex post. Et puis, vous avez tous les chiffres, mais les chercheurs, là, sont en deuxième position avec 23%. On a également regardé les méthodes de ces évaluations, les questions évaluatives, et vous avez tous ces éléments dans les rapports qui sont en ligne ou à l'entrée. Et troisième et dernier temps, s'il y a une recommandation, est-ce qu'elle est suivie d'effet? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? C'était le travail le plus subtil. Et là, on voit déjà que sur les 105 lois qui ont été évaluées, donc les 40% des 262 lois, il y en a 74 qui ont fait l'objet d'au moins une recommandation, donc à peu près 70% de l'échantillon. Les évaluateurs ne font pas forcément de recommandations. On voit par exemple que lorsque l'évaluateur est un chercheur, il en fait très peu. À l'inverse, quand c'est un parlementaire ou un expert qui a été missionné par le gouvernement, il en fait naturellement plus. Et le résultat clé, c'est que sur ces lois qui ont fait l'objet d'une évaluation, qui formulent des recommandations, on a 61% des lois qui ont suivi au moins l'une des recommandations. Ce qui est un bon score, quelque part. Et là, on voit qu'en fonction de la nature du rapport d'évaluation, de qui fait la recommandation, les recommandations sont plus ou moins suivies. Donc, il y a des disparités. Et on voit par exemple que les chercheurs sont peut-être les moins suivis relativement à des experts qui sont missionnés. On écoute un peu moins leurs recommandations, sachant qu'ils en font eux-mêmes un peu moins de ces recommandations. Pour conclure, si on résume vraiment tout ce travail, on voit qu'il y a une nette augmentation de la mobilisation des évaluations dans le débat parlementaire, donc avant le vote. Ça, c'est clair. On a même fait un focus sur les évaluations académiques qui sont publiées dans les revues. On voit qu'elles sont très minoritairement, très marginalement citées, mais les chercheurs, par un canal ou un autre, sont de plus en plus également cités dans les débats parlementaires. En ex post, c'est une petite moitié. Quand on regarde les lois les plus anciennes, on arrive à quasiment 46% de lois qui sont évaluées ex post. Et enfin, je parlais de bonnes pratiques. Là, on voit qu'il y a des configurations dans lesquelles l'évaluation semble particulièrement écoutée. La première, c'est lorsque l'administration est associée à l'évaluation. Et on peut le comprendre parce qu'elle a de la donnée, parce qu'elle est plus proche des décideurs.
Et donc, elle a un rôle à jouer pour à la fois appliquer des méthodes impartiales et scientifiques, mais aussi pour valoriser le travail des chercheurs et de la société civile en général. Deuxième, c'est que les évaluations qui s'appuient sur une méthode mixte, donc quantitative et qualitative, semblent davantage écoutées. On peut l'expliquer en disant que le quantitatif permet d'avoir des résultats significatifs, donc sur des larges échantillons représentatifs, là où les méthodes qualitatives vont aider à expliquer les impacts et à embrasser, je veux dire à embarquer plutôt, les différentes parties prenantes autour de la table, donc ça permet d'augmenter l'acceptabilité des recommandations. Et enfin, pour ce qui est de la loi, lorsqu'il y a une clause évaluative ou expérimentale, c'est un facteur qui est très bénéfique pour l'utilisation de ces évaluations dans le débat public. Et en perspective, en fait, on dit qu'il y a toujours des limites à un travail de recherche, en tout cas des perspectives. On dit qu'on peut répliquer ce travail sur un plus grand nombre de lois et peut-être embrasser d'autres types de textes, par exemple les ordonnances. On peut essayer de répliquer dans d'autres pays pour pouvoir faire des comparaisons internationales. Est-ce que d'autres pays utilisent davantage et pourquoi l'évaluation? Et pour donner un deuxième exemple, vous voyez, c'est l'analyse textuelle, mais on n'est pas forcément sûr. On fait essentiellement du contrôle F pour regarder est-ce que telle évaluation est citée, puis on va regarder à la main est-ce que la recommandation a été suivie, mais il est tout à fait possible qu'il y ait des mésusages. Ça veut dire qu'un décideur sur 3 évaluations aille tronquer une recommandation ou mal interpréter les résultats de l'analyse ou choisir la recommandation qui l'arrange sur les 3, etc. Donc là, on aura intérêt au cas par cas de faire des études approfondies pour voir comment ça se passe réellement. On va passer à la table ronde. En tout cas, on reste à votre disposition. Je mets un contact. Bon, c'était la dernière slide, mais vous trouverez mon contact assez facilement. Et je vous remercie de votre attention. Alors, j'avais simplement quelques petites questions subsidiaires également à vous, Adam Baïz. Si on rentre un petit peu dans la cuisine de la réalisation d'un tel rapport, qui est quand même une somme de travail assez monumentale, en termes d'équipe, en termes de temps de travail, qu'est-ce que ça représente pour avoir une telle œuvre, entre guillemets? Vous avez mis quels moyens et combien de temps? Alors, je les ai cités au départ, c'était 3 collègues successivement qui ont réalisé l'analyse textuelle à mes côtés, donc c'est à peu près 2 ans et demi de travail. L'enjeu ici, évidemment, quand on a des larges échantillons, c'est qu'on veut des résultats représentatifs, mais la moindre modification de la méthode, ça oblige à tout reprendre, mais l'ordre de grandeur, c'était ça. Et vous avez une réelle écoute de la part des personnes vers qui vous allez. Il y a une vraie volonté de participer en toute transparence à ces questions et à l'établissement de ce genre de rapport? Ce qu'on a fait en tout cas, c'est que, je l'ai indiqué rapidement dans la méthode, on est parti interroger aussi des acteurs, en particulier les chercheurs, pour leur demander quelle a été l'utilisation de leurs travaux scientifiques. Donc on a eu ce genre de retour et on a aussi discuté avec des commissions parlementaires, donc les administrateurs, pour comprendre ce qui les poussait à utiliser ou ce qui les empêchait d'utiliser. Et notamment, une des recommandations, c'est de recenser les évaluations existantes et puis de leur transmettre ces évaluations sous un format très opérationnel et synthétique pour leur donner envie d'aller plus loin et pour mieux concilier la lecture de ces travaux avec l'urgence du politique. Merci et bravo, Adam Baïz. On peut vous applaudir pour ce travail et vos collaborateurs aussi.